Ma copine a rejeté ma demande en mariage, disant que sa carrière passait avant tout. Des années plus tard, elle s'est présentée célibataire à mon bureau, alors que je venais chercher ma nouvelle femme pour déjeuner. Alors, ma copine m'a regardé droit dans les yeux, dans notre restaurant préféré, et a dit non à ma demande en mariage. Non pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce que la course au statut d'associé, dans un cabinet d'avocats de Boston, ne laisse aucune place aux besoins de quelqu'un d'autre. J'ai simplement hoché la tête, remis la bague dans ma poche, et je suis parti. Ce qui s'est passé ensuite m'a montré que j'avais échappé à quelque chose de bien pire qu'un cœur brisé. Je m'appelle Nat, j'ai 31 ans, je suis professeur d'histoire au lycée et entraîneur adjoint de football, dans une banlieue à l'extérieur de Boston. Claire avait 29 ans, avocate d'affaires dans l'un de ces cabinets où l'on mesure votre valeur aux heures facturables, et au nombre de week-ends que vous sacrifiez. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et vivions ensemble depuis 18 mois dans mon modeste 2 pièces près de l'école. Notre relation fonctionnait de cette manière étrange où les opposés se complétaient vraiment. Le dimanche matin, elle étalait ses dossiers sur la table de la cuisine pendant que je préparais des pancakes, et nous débattions des précédents juridiques contre le contexte historique, comme si c'était des préliminaires. Elle m'aidait à noter des dissertations sur la guerre de sécession, pendant que je cuisinais le dîner en l'écoutant se plaindre de ses associés impossibles et des exigences de ses clients. Nous n'étions pas l'un de ces couples qui finissent les phrases de l'autre, mais nous avions un rythme. Je pensais que nous avions un avenir. Il s'avère que j'étais le seul à le penser. Le truc avec Claire, c'est qu'elle ne faisait jamais les choses à moitié. Quand elle défendait un point de vue, elle faisait des recherches exhaustives. Quand elle s'engageait dans une routine sportive, elle la suivait religieusement. Quand elle a décidé qu'elle voulait devenir associée dans son cabinet, elle a tracé un plan sur 5 ans avec des objectifs trimestriels. J'ai trouvé cette intensité attirante au début, quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui se donnait les moyens de l'obtenir. Quelqu'un qui ne traversait pas la vie en attendant que les choses arrivent. Je respectais son ambition, je n'avais juste pas réalisé que je ne faisais pas partie du plan. Avec du recul, les signes étaient là. Elle annulait des dîners à la dernière minute pour des appels clients. Elle emportait son ordinateur portable à chaque vacances, et passait la moitié du temps en conférence téléphonique au bord de la piscine de l'hôtel. Elle s'irritait quand je suggérais qu'elle prenne un jour de congé, parce qu'elle ne comprenait pas à quoi servait le repos. Je me disais que c'était des sacrifices temporaires pour un objectif plus grand. Qu'une fois qu'elle serait associée, les choses se calmeraient, que nous retrouverions notre vie. Mais il allait toujours y avoir un autre dossier, un autre client, une autre étape importante qui réclamerait toute son attention. Je ne l'ai simplement pas vue, jusqu'à ce qu'elle me l'épelle clairement dans ce steakhouse. La demande a eu lieu au steakhouse où nous allions depuis notre 4e rendez-vous. Rien de chic, mais c'était le nôtre. Le genre d'endroit où les serveurs nous reconnaissaient, et se souvenaient qu'elle aimait avoir du pain supplémentaire. Et je commandais toujours l'entrecôte saignante. J'avais la bague de ma grand-mère dans la poche de ma veste, celle que ma mère gardait depuis des années, attendant que je trouve la bonne personne. J'avais conduit 1 heure jusqu'à chez mes parents, 2 semaines plus tôt, juste pour aller la chercher. Ma mère a pleuré quand je lui ai dit pourquoi j'étais là. Elle a dit qu'elle avait toujours su que Claire était spéciale, qu'elle voyait à quel point je l'aimais. J'aurais aimé qu'elle ait tort. Mon père m'a serré la main, et m'a dit qu'il était fier de l'homme que j'étais devenu. Il a dit que trouver quelqu'un avec qui construire une vie était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Que ma mère avait été son roc à travers chaque moment difficile, chaque revers de carrière, chaque crise familiale. Il m'a dit que le bon partenaire ne se contente pas de rendre les bons moments meilleurs, il rend les moments difficiles survivables. Je pensais que Claire était cette personne. J'avais tort. Le serveur venait juste de débarrasser nos assiettes quand j'ai attrapé la petite boîte en velours. Mon cœur faisait ce truc nerveux et excité, quand vous savez que vous êtes sur le point de tout changer. Mes paumes étaient moites. J'avais répété ce que j'allais dire peut-être 50 fois devant le miroir ce matin-là. J'avais tout un discours prévu sur le fait de construire une vie ensemble, sur le partenariat, sur la façon dont je ne pouvais pas imaginer mon avenir sans elle. Puis j'ai vu son visage changer. Ce n'était ni de la joie, ni de la surprise. C'était quelque chose qui ressemblait plus à de la panique. Comme si je venais de lui dire que l'immeuble était en feu. Elle a demandé ce que je faisais. Sa voix avait ce tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Froide, presque clinique, comme si j'étais un client présentant un mauvais contrat, au lieu de l'homme avec qui elle partageait son lit depuis 18 mois.
J'étais déjà à moitié levé de ma chaise, la boîte à la main, lui disant que je lui demandais de m'épouser. Le restaurant est devenu silencieux, de cette façon dont les endroits le font quand quelqu'un remarque qu'une demande en mariage a lieu. Toutes les têtes se sont tournées. Les gens souriaient, attendant le beau moment. Une femme, 3 tables plus loin, avait déjà sorti son téléphone, prête à capturer la magie. Elle a regardé la bague, m'a regardé, a regardé la bague à nouveau, et des larmes ont commencé à se former. Mais ce n'étaient pas les bonnes larmes. Ce n'étaient pas des larmes de joie. C'étaient les larmes que l'on pleure quand on est sur le point de faire quelque chose qui, on le sait, va blesser quelqu'un. Je ne peux pas, a-t-elle chuchoté assez fort pour que le couple à côté de nous entende parfaitement. La femme avec le téléphone l'a baissé lentement. Je me suis rassis, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, donné par quelqu'un qui s'excusait en le faisant. Tout le restaurant nous regardait maintenant. Je pouvais sentir leurs yeux sur nous, la gêne par procuration rayonnant de toutes les directions. Je lui ai demandé si c'était « je ne peux pas » ou « je ne veux pas », en gardant ma voix stable même si tout s'effondrait en moi. C'est le truc qu'on ne vous dit pas sur le chagrin d'amour. Sur le moment, vous ne pleurez pas et ne criez pas. Vous devenez juste engourdi. Votre cerveau érige ce mur pour vous protéger, pour vous empêcher de traiter ce qui se passe réellement. Alors, je suis resté assis là, calme et contrôlé, posant des questions de clarification comme si nous négocions un bail. Ma voix ne tremblait pas. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais une statue de chair, complètement vide à l'intérieur, mais parfaitement composée à l'extérieur. Elle a pris une inspiration tremblante, et a tout déballé avec la même précision clinique qu'elle utilisait dans les négociations de contrat. Les semaines de 80 heures n'étaient pas optionnelles, elles étaient attendues. Les événements de réseautage, les dîners clients, les requêtes d'urgence déposées à minuit. Les associés surveillaient tout, jugeaient tout, et le mariage signifiait une attention divisée. Elle m'a dit que le mariage était un compromis. Et je pouvais voir qu'elle y avait pensé avant, qu'elle l'avait probablement répété. Tout comme j'avais répété ma demande, elle avait répété son rejet. Cette réalisation m'a frappé plus fort que tout le reste. Elle savait que cela allait arriver. Elle savait que j'allais faire ma demande. Et elle était venue dîner avec sa réponse déjà prête. Cela impliquait l'emploi du temps de quelqu'un d'autre, a-t-elle continué. Les urgences de quelqu'un d'autre, les obligations familiales de quelqu'un d'autre. Elle ne pouvait pas se permettre ça pour le moment. Pas si elle voulait devenir associée. Elle était sur la bonne voie, expliqua-t-elle, la plus jeune collaboratrice jamais sérieusement considérée. Cette affaire de fusion à venir allait faire ou défaire sa carrière. Elle ne pouvait pas avoir de distraction. Elle ne pouvait pas diviser sa concentration. Le cabinet exigeait tout. Et elle était prête à le donner. La façon dont elle l'expliquait rendait la chose si logique, si raisonnable, comme si elle était simplement pragmatique. Comme si n'importe qui à sa place aurait fait le même calcul. Mais le problème avec la logique, c'est qu'elle ne tient pas compte de l'être humain assis en face de vous, avec une bague dans sa poche et son cœur sur la table. La logique se fiche des pancakes du dimanche matin, ou de la façon dont quelqu'un sait exactement comment vous aimez votre café, ou de 3 années à construire quelque chose que vous pensiez permanent. J'ai essayé tous les angles possibles, assis là avec la bague de ma grand-mère toujours dans la main comme un idiot. Fiançailles longues, pas de date fixée. On pourrait attendre qu'elle soit associée. Je n'avais pas besoin d'une réponse tout de suite. Je voulais juste savoir qu'elle voyait un avenir avec moi. Pas d'enfant avant qu'elle ne soit prête. 5 ans, 10 ans, peu importe ce dont elle avait besoin. Elle pouvait garder son nom de famille. Nous n'avions rien à changer de ce qui comptait pour elle professionnellement. Je n'essayais pas de la freiner. Je voulais juste être là. Elle a secoué la tête à chaque suggestion. Et j'ai regardé son cerveau d'avocate démanteler chaque compromis, comme si elle a noté un contrat à l'encre rouge. Elle a appelé ça des pansements, des solutions inadéquates à une incompatibilité fondamentale. Elle a dit que je lui demandais de choisir. Alors, elle choisissait sa carrière. Ce qui m'a achevé, ce n'était pas le rejet en soi. Les gens se font rejeter tout le temps. C'était la clarté avec laquelle elle avait déjà pris cette décision. Ce n'était pas une demande surprise à laquelle elle avait besoin de réfléchir. C'était elle, traçant une ligne entre ce qui comptait le plus et ce qui comptait moins. Je comptais moins. Je comptais moins que les heures facturables,
les parcours d'associés et les bureaux d'angle. J'ai remis la boîte de la bague dans ma poche et j'ai fait signe pour l'addition. Le serveur est arrivé, l'air absolument mortifié. Je ne pense pas que quiconque dans ce restaurant respirait encore. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé de la faire changer d'avis. Je n'ai pas fait d'esclandre qui aurait donné aux autres clients un sujet de conversation pour des semaines. Même si, soyons honnêtes, ils allaient en parler de toute façon. Je les remerciais d'avoir été honnêtes, de ne pas avoir gaspillé plus de mon temps. Ces mots sont sortis de ma bouche, mais je me souviens à peine les avoir pensés. Mon cerveau était en pilote automatique. Ses yeux se sont écarquillés, comme si elle s'était attendue à ce que je me batte plus fort, que je supplie, que je prouve mon amour par la persévérance. Toutes ces comédies romantiques où le gars fait un grand geste, et où la femme réalise qu'elle avait tort et court dans ses bras. Elle s'attendait à ça. Elle voulait ça. Non pas parce qu'elle voulait dire oui, mais parce que cela aurait validé qu'elle valait la peine d'être suppliée. Si je dois te convaincre de m'épouser, Claire, alors tu n'es pas la personne que je devrais épouser. Ce furent mes mots exacts. Je m'en souviens parce qu'ils m'ont surpris moi-même. D'où venait cette clarté à ce moment-là, je ne le sais toujours pas. J'ai payé l'addition. Le serveur ne m'a même pas regardé dans les yeux. Je l'ai raccompagné à sa voiture sur le parking parce que, même le cœur brisé, j'ai été élevé avec des manières. L'air de la nuit était froid. Février à Boston. Le genre de froid qui mord à travers votre veste et s'installe dans vos os. Je l'ai regardé s'asseoir sur le siège conducteur sans démarrer le moteur. Ses mains tremblaient sur le volant. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle deviendrait associée. Que j'espérais vraiment que ce serait tout ce dont elle avait besoin. Je le pensais vraiment. Même à ce moment-là, même avec l'impression que ma poitrine avait été évidée à la cuillère à melon. Je le pensais. Elle est partie, et je suis resté là, sur le parking de notre steakhouse, à regarder ses feux arrière disparaître. Comprenant quelque chose de fondamental sur l'amour, parfois, aimer quelqu'un signifie accepter que l'on n'est pas ce dont il a besoin, même quand on aimerait l'être. Je pensais que c'était la fin de notre histoire. Une rupture nette, un respect mutuel, deux personnes voulant des choses différentes de la vie. Triste, certes, mais mature. Adulte. Le genre de rupture que l'on raconte aux gens, et il hoche la tête en disant, au moins, tu l'as découvert maintenant au lieu de dans 10 ans. Mais ensuite, son assistante m'a appelé 3 jours plus tard, composant accidentellement mon numéro au lieu de celui de quelqu'un d'autre au bureau. Pendant cette conversation confuse de 30 secondes, avant que nous ne réalisions l'erreur, j'ai appris quelque chose qui m'a glacé le sang. Claire avait été au téléphone avec l'associé principal de son cabinet le matin même de ma demande. Avant même que nous n'arrivions au restaurant, avant même que je n'aie mis ma veste, elle lui avait dit qu'elle était prête à faire des sacrifices personnels difficiles pour prouver son engagement envers le cabinet. Il lui avait apparemment demandé si elle avait des attaches personnelles qui pourraient interférer avec le dossier de fusion à venir, celui qui déterminerait son parcours d'associé. Elle avait dit non. Elle avait dit non avant même que je ne pose la question. La demande n'était pas une surprise qui l'avait déséquilibrée. C'était une confirmation incommode de quelque chose qu'elle avait déjà décidé d'éliminer. Je n'étais pas une personne qu'elle aimait mais ne pouvait pas prioriser. J'étais un obstacle qu'elle avait déjà prévu de supprimer. Cette réalisation a tout changé dans ma façon de comprendre notre fin. Ce n'était pas une femme déchirée entre l'amour et l'ambition. C'était une femme qui avait déjà fait son choix, et qui attendait juste le bon moment pour exécuter sa stratégie de sortie. J'étais une ligne budgétaire qu'elle avait déjà décidé de couper. La colère que j'ai ressentie n'était pas brûlante. Elle était froide. Le genre de colère qui ne vous donne pas envie de jeter des objets. Elle vous donne envie d'effacer quelqu'un de votre vie complètement. Chaque photo, chaque souvenir, chaque preuve qu'ils ont jamais existé. Je ne l'ai pas fait, mais je le voulais. Au lieu de cela, je suis juste resté assis avec la vérité de ce qu'elle avait fait. Laissant cela s'installer dans mes os. Laissant cela transformer tous les sentiments que j'avais encore pour elle, en quelque chose de plus dur et de moins indulgent. Voici ce que cette première partie révèle sur les relations et le respect de soi. Quand quelqu'un traite votre demande en mariage comme un problème commercial qu'il a déjà résolu, ce n'est pas de l'amour luttant contre les circonstances. C'est quelqu'un qui a fait son choix avant même que vous ne posiez la question. Partir avec dignité en dit parfois plus sur votre caractère, que de se battre pour quelqu'un qui vous a déjà laissé partir.
Claire s'est jetée dans le travail comme quelqu'un qui fuit une scène de crime. Moins d'une semaine après notre rupture, elle avait pris en charge l'énorme dossier de fusion que son cabinet planifiait, celui qui allait faire ou défaire ses chances de devenir associé. Les journées de 14 heures sont devenues la norme, puis 16. Puis elle a arrêté de rentrer chez elle les soirs de semaine, dormant dans la salle de pause sur le canapé inconfortable qui sentait le vieux café et le désespoir. Nos amis communs ont commencé à me donner des nouvelles sans que je ne le demande. Le genre d'observations inquiètes que les gens partagent quand ils regardent quelqu'un s'autodétruire au ralenti. Elle était la première au bureau chaque matin, la dernière à partir chaque soir. Dormant parfois sur le canapé de la salle de conférence au lieu de rentrer dans son appartement coûteux du centre-ville. Café du distributeur, sushi à emporter manger froid à son bureau parce qu'elle oubliait de manger jusqu'à minuit. Sa vie entière compressée en heures facturables et réunions clients. Un ami m'a dit qu'elle gérait 3 dossiers très médiatisés simultanément. Elle s'envolait pour New York 2 fois par semaine. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi correctement depuis des mois. Des cernes sous les yeux. Elle avait perdu 7 kilos. Elle n'avait pas besoin de maigrir. Elle prouvait son dévouement à des gens qui mesuraient la valeur humaine dans des tableurs. Des gens qui la remplaceraient en un clin d'œil si elle mourait à son bureau demain. Pendant ce temps, je m'effondrais d'une manière complètement différente. Je ne pouvais pas rester dans notre appartement. Pas avec sa tasse à café encore dans le placard, ses livres sur l'étagère, et le fantôme de ses répétitions d'arguments juridiques sous la douche chaque matin. Cet appartement était le musée de quelqu'un qui avait décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Chaque coin contenait un souvenir dont je ne voulais plus. Elle avait emballé ses affaires pendant que j'étais à l'école un jour, laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine avec un mot qui disait juste « Merci de ta compréhension ». Comme si je lui avais rendu service en me faisant briser le cœur. Le vide m'a frappé plus fort que prévu. Non pas parce que je voulais qu'elle revienne, je ne le voulais pas. L'appel de l'assistante m'avait guéri de toute illusion romantique, mais parce que l'espace que nous avions construit ensemble ressemblait soudain à une scène de crime, un endroit où quelque chose était mort. J'ai géré ça comme je gère la plupart des choses, en me noyant dans le travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les sentiments. Pas exactement sain, mais efficace à court terme. J'ai commencé à rester tard à l'école, organisant des séances d'études supplémentaires pour les enfants en difficulté, me portant volontaire pour chaque comité et événement nécessitant une supervision. J'entraînais aux séances du matin et de l'après-midi, j'aidais à organiser le bal d'hiver et, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé à conseiller l'équipe de débat, même si ce n'était techniquement pas mon travail. La directrice m'a demandé si tout allait bien à la maison. Je lui ai dit que j'aimais juste mon travail. Elle ne m'a pas cru, mais elle n'a pas insisté non plus. Les élèves m'ont aidé à tenir quand je voulais m'effondrer. Ces gamins qui se présentaient chaque jour avec leurs propres problèmes, parents en divorce, stress financier, amis prenant de mauvaises décisions. Ils se fichaient de mon cœur brisé. Ils avaient juste besoin que quelqu'un soit là pour eux. Et être là pour eux m'a donné une raison de sortir du lit, quand je n'en avais pas pour moi-même. Il y avait ce gamin, Junior, qui a commencé l'année comme un remplaçant avec une mauvaise attitude. Son père venait de partir et sa mère faisait des doubles quarts de travail juste pour garder l'électricité allumée. Il venait à l'entraînement en colère tous les jours, cherchait la bagarre avec ses coéquipiers, répondait au coach. La plupart des gens l'auraient considéré comme une cause perdue. Mais j'ai vu quelque chose en lui qui me rappelait moi-même à cet âge. Ce besoin désespéré de prouver que l'on compte pour quelqu'un. Alors j'ai continué à être là pour lui. Des entraînements supplémentaires, des retours en voiture quand sa mère ne pouvait pas venir le chercher, de longues conversations sur la vie qui n'avaient rien à voir avec le football. À la fin de la saison, il était titulaire dans l'équipe première. Il a remonté ses notes suffisamment pour être éligible à une bourse. Il m'a serré dans ses bras après le match de championnat, et m'a dit que j'étais le seul adulte qui ne l'avait pas abandonné. Ce moment a signifié plus pour moi que n'importe quelle relation ne le pourrait jamais. C'est là que j'ai réalisé que j'étais peut-être exactement là où je devais être. L'école est devenue mon refuge. Les élèves sont devenus mon but. Et quelque part dans toute cette activité, j'ai oublié d'être malheureux. Ou du moins, j'ai oublié de remarquer que j'étais malheureux. C'est du pareil au même quand on est en mode survie. Un de mes joueurs l'a mentionné dans les vestiaires après l'entraînement, ne sachant pas que je pouvais l'entendre depuis le couloir. Il a dit à son coéquipier que le coach semblait différent ces derniers temps, plus intense, mais dans le bon sens.
comme s'il les voyait vraiment comme des personnes, au lieu de justes athlètes exécutant des tactiques. Ce commentaire m'est resté parce qu'il était vrai. Perdre Claire avait arraché une couche protectrice que je ne savais pas avoir construite. Cela m'avait rendu plus présent pour tout le monde, parce que je n'avais plus rien à garder pour moi. Toute cette énergie que j'avais versée dans une relation sans avenir, pouvait maintenant aller aux gamins qui voulaient vraiment être là. Des gamins qui appréciaient qu'on soit là pour eux. Je ne pouvais pas rester dans notre appartement à long terme, cependant. Pas avec son absence qui hurlait depuis chaque coin. J'ai passé 3 week-ends à repeindre les murs dans des couleurs qu'elle aurait détestées. Des tons chauds et terreux, au lieu de son gris minimaliste préféré. J'ai remplacé les meubles que nous avions choisis ensemble par des affaires provenant de ventes immobilières et de magasins d'occasion. Des choses qui avaient une histoire, mais pas notre histoire. Un fauteuil en cuir provenant de la succession d'un vieil homme. Une table basse d'une famille qui déménageait plus petit. Des pièces avec des histoires qui n'avaient rien à voir avec Claire. J'ai accroché des photos de ma famille, de mon équipe, de voyages que j'avais faits avant notre rencontre, transformant l'espace en quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. C'était à moi maintenant, pas à nous, juste à moi. Et cela m'a semblé libérateur, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Nos amis communs se sont éloignés naturellement. Pas à cause de drame, mais parce que rester neutre signifiait choisir la distance. Quand vous rompez, les gens sentent qu'ils doivent choisir un camp, même quand vous leur dites qu'ils n'ont pas à le faire. Je ne me suis pas battu contre ça. Je n'ai pas essayé de maintenir des liens qui nécessitaient des explications ou des choix. Parfois, guérir signifie lâcher tout ce qui est lié à la blessure, même les bons côtés. Environ 9 mois après la rupture, j'ai entendu dire que Claire avait été nommée associée junior, la plus jeune de l'histoire de son cabinet, exactement comme elle l'avait prévu. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait célébré ça seule, dans son appartement de grand standing au centre-ville, avec un repas coûteux à emporter de cet endroit qu'elle adorait. Personne avec qui partager ça, parce que tous ceux qui comptaient étaient encore au bureau. Elle avait atteint son but, et la vacuité de cette victoire n'a échappé à personne. Observer sa vie amoureuse est devenu ce schéma que les gens remarquaient, mais que personne ne mentionnait directement. Elle est sortie avec un autre avocat d'un cabinet rival, quelqu'un d'aussi prospère et ambitieux. Leur relation fonctionnait apparemment comme une fusion d'entreprises. Des dîners programmés quand les agendas s'alignaient. Des conversations sur la stratégie des dossiers plutôt que sur les émotions. Une intimité planifiée autour des échéances judiciaires. Cela a duré 4 mois avant de mourir de négligence. Aucun d'eux ne s'est battu pour ça. Aucun d'eux n'a remarqué la fin avant que ce ne soit déjà fini. Ensuite, un chirurgien qui travaillait les mêmes heures brutales qu'elle. Et selon des amis communs, ils ont réussi peut-être 3 vrais rendez-vous en 6 mois, parce que quelqu'un avait toujours une urgence. Leur relation était une série de reports et de SMS d'excuses. Une relation seulement sur le papier. 2 personnes qui aimaient l'idée d'être ensemble, mais qui n'étaient jamais réellement ensemble. J'ai entendu par le réseau qu'elle avait commencé à remarquer quelque chose lors des événements du cabinet. Les associés qui amenaient leurs conjoints et leurs enfants n'étaient pas ceux qui galéraient. Ils s'épanouissaient. Ils partaient à des heures raisonnables pour des matchs de foot et des récitals, revenaient rafraîchis, concluaient des affaires avec l'esprit clair. Ceux qui travaillaient 100 heures par semaine avaient l'air épuisés et faisaient des erreurs grossières. Avoir quelque chose qui vaut la peine de rentrer chez soi ne détruisait pas l'ambition, cela la focalisait. Cette réalisation a semblé ébranler quelque chose dans son système de croyances soigneusement construit. Toute la fondation de la raison pour laquelle elle m'avait rejeté, s'effondrait sous le poids des preuves réelles. J'ai rencontré Sophie lors d'un programme d'alphabétisation scolaire, presque 2 ans après que tout se soit effondré. Elle était bibliothécaire jeunesse, donnant bénévolement de son temps pour aider les lecteurs en difficulté. Et j'étais là pour superviser les élèves qui avaient besoin d'heures de travaux d'intérêt général. Elle avait cette façon de parler aux enfants qui les faisait se sentir capables au lieu de briser, transformant les défis de lecture en aventure plutôt qu'en échec. Le programme avait lieu tous les mardis et jeudis après l'école. Des enfants de l'école élémentaire de l'autre bout de la ville venaient à notre bibliothèque pour du soutien scolaire. La plupart d'entre eux avaient quelques niveaux de retard. Certains avaient des troubles d'apprentissage que personne n'avait pris la peine de diagnostiquer. Certains n'avaient juste personne à la maison pour lire avec eux. Sophie traitait chacun d'entre eux comme s'ils étaient capables de grandeur. Comme si lutter avec un livre d'images aujourd'hui ne signifiait rien sur qui ils pourraient devenir demain.
Je l'ai regardé passer 40 minutes avec un élève de CE2 qui n'arrivait pas à finir un livre d'images. Célébrant chaque mot réussi comme si c'était un miracle. Patiente sans être condescendante. Encourante sans être fausse. Et quelque chose dans ma poitrine s'est desserré pour la première fois depuis des mois. Un nœud dont je ne savais même pas qu'il était là a commencé à se défaire. Elle avait des cheveux foncés qu'elle gardait dans une tresse désordonnée, des lunettes qu'elle remontait constamment sur son nez, un rire qui était trop fort pour les bibliothèques silencieuses, mais parfait pour partout ailleurs. Elle parlait avec ses mains quand elle s'enthousiasmait pour un livre. Elle se souvenait du nom de chaque enfant après les avoir rencontrés une fois. Elle n'avait rien à voir avec Claire, et cela s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons commencé à discuter pendant les pauses. Une conversation informelle qui s'est transformée en café, qui s'est transformée en vrai rendez-vous où nous faisions des choses normales, comme du mini-golf, des marchés fermiers et des librairies d'occasion. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans une librairie d'occasion, où nous avons passé 3 heures à nous recommander des livres et avons oublié que nous devions aller dîner. Nous avons fini par manger une pizza sur un banc de parc à 21h, et c'était le meilleur rendez-vous que j'ai jamais eu. Elle venait à mes matchs de football sans qu'on le lui demande, a appris les noms de tous mes joueurs en 3 semaines, se souvenait de leur numéro de maillot et de leur poste, et demandait des nouvelles de ceux qui semblaient en difficulté. Elle faisait des pancartes pour les grands matchs, apportait des collations pour l'équipe, est devenue la maman non officielle de l'équipe, même si nous n'étions même pas encore fiancés. Elle a dîné avec ma famille et s'est intégrée au chaos comme si elle avait toujours été là. Aidant ma mère en cuisine, débattant de recommandations de livres avec mon père, jouant aux cartes avec ma jeune sœur comme si elles étaient de vieilles amies. Ma famille est bruyante et a des avis sur tout, et est parfois épuisante, mais Sophie a aimé chaque minute. Elle a dit que cela lui rappelait sa propre famille en grandissant, de grands dîners où tout le monde parlait en même temps et où personne ne s'en formalisait. Ma mère m'a pris à part après ce deuxième dîner. Elle a dit que Sophie n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit ou de changer quoi que ce soit. Elle a juste trouvé sa place naturellement, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent vraiment. Pas de forçage, pas d'ajustement, juste un déclic, comme si cela devait toujours se passer ainsi. Sophie était tout ce que Claire n'était pas. Ni mieux ni pire, mais différente d'une manière qui comptait pour moi. Elle construisait des choses, alors que Claire les conquérait. Elle soutenait sans entrer en compétition. Elle voyait le couple comme une collaboration, au lieu d'un compromis. L'aimer semblait facile, d'une manière dont j'ignorais que les relations pouvaient l'être. Il n'y avait pas de comptage de points, pas de lutte de pouvoir, pas l'impression de devoir justifier mon existence dans sa vie. Elle voulait que je sois là. C'était aussi simple que ça. 10 mois après le début de notre relation, j'ai fait ma demande près d'un phare à Cap Cod. L'opposé de ce désastre au steakhouse, de toutes les manières possibles. Pas de restaurant chic, pas de pression, pas de public d'inconnus prêt à être témoin de mon humiliation. Juste nous et l'océan, et une bague que j'avais choisie moi-même au lieu d'en hériter. Un simple anneau avec un petit diamant. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste beau. Elle a dit oui avant même que je finisse la question, riant et pleurant en même temps. Et j'ai réalisé que c'est ce qu'on est censé ressentir quand 2 personnes veulent le même avenir. Pas une personne qui convainc l'autre. Pas une personne qui se sacrifie pendant que l'autre calcule. Juste 2 personnes debout au même endroit, pointant le même horizon en disant « Oui, c'est là que nous allons ». Nous nous sommes mariés 5 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie avec la famille et les amis proches, et la moitié de mon équipe de football servant d'huissier non officiel, parce qu'ils avaient insisté pour être impliqués. Ces gamins représentaient tout pour moi. Ils avaient été là pendant les pires mois après le départ de Claire. Même s'ils ne le savaient pas, leur énergie, leur détermination, leur soif de progresser, tout ça m'avait aidé à tenir quand je n'avais rien d'autre. Je les voulais à mon mariage. Sophie a compris cela immédiatement. La cérémonie était chaotique et parfaite, et ne ressemblait en rien au mariage que j'avais autrefois imaginé avec Claire. Pas de planification élaborée, pas de stress sur les plans de table, pas de compétition pour savoir qui était le plus important, juste des gens qui nous aimaient nous regardant nous aimer. Cela s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Je pensais que nos chemins s'étaient séparés définitivement. Que Claire vivait sa vie pleine de succès pendant que je construisais la mienne. Des voies parallèles qui ne se croiseraient plus jamais. Des mondes différents, des priorités différentes, des définitions différentes de ce à quoi ressemble une bonne vie. Puis quelque chose s'est produit,
qui a fissuré son monde et nous a mis face à face, de la manière la plus inconfortable possible. L'annonce du mariage est parvenue à Claire par le biais de sa parajuriste. Elle faisait défiler le site d'actualité locale pendant sa pause déjeuner, et est tombée sur un de ses articles d'intérêt communautaire, sur des éducateurs locaux qui se mariaient. Elle l'a montré à Claire avec désinvolture, ne connaissant pas l'histoire, juste pour faire la conversation sur les gens qui se marient jeunes. La photo nous montrait, Sophie et moi, sur les marches du tribunal juste après avoir déposé notre demande de licence de mariage. Tous les deux souriant comme des idiots, sa main sur ma poitrine, mon bras autour de sa taille, le genre de joie candide qu'on ne peut pas fabriquer. L'article mentionnait comment nous nous étions rencontrés via le programme d'alphabétisation scolaire, notre amour partagé pour la fiction historique, comment j'avais fait ma demande à un phare parce que Sophie aimait l'océan. Des trucs normaux de la vie, le genre de détails spécifiques qui rendent une relation réelle, au lieu de théorique. Claire s'est excusée pour aller aux toilettes et s'est enfermée dans une cabine pendant 20 minutes, essayant de respirer normalement, essayant de comprendre pourquoi sa poitrine avait l'impression de s'effondrer. La réaction l'a troublée parce que ce n'était pas exactement de la jalousie, mais plutôt comme un vertige. Voir la preuve concrète que j'avais construit tout ce qu'elle avait abandonné, pendant qu'elle facturait des heures, gagnait des procès et gravissait les échelons. Le bonheur sur cette photo lui montrait la forme exacte de ce qu'elle avait troqué. Et l'échange semblait soudain catastrophiquement inégal. Elle a commencé à remarquer des choses au travail, qu'elle s'était entraînée à ignorer. Des réunions clients sur des règlements de divorce avec des gens prospères, expliquant comment ils avaient laissé leur mariage mourir par négligence et ambition. Des contrats prénuptiaux pour des couples couvrant déjà leurs arrières avant de prononcer leurs vœux. Des heures passées à arbitrer des disputes entre des gens qui s'aimaient autrefois, les écoutant décrire comment le travail et les objectifs individuels avaient érodé le partenariat, pour laisser place au ressentiment et au comptage de points. L'ironie n'était pas subtile. Elle démantelait légalement des relations, tout en comprenant qu'elle avait démantelé la sienne pour des raisons identiques. Elle était le témoin expert de son propre avenir. Chaque cas de divorce était un miroir lui montrant ce qu'elle devenait. Chaque client décrivant avoir choisi le travail plutôt que le mariage racontait son histoire, avant qu'elle ait fini de la vivre. Un cas en particulier a détruit quelque chose en elle. Un associé principal d'un autre cabinet, dont la femme partait après 30 ans, s'est assis dans le bureau de Claire et a dit que sa femme était autrefois sa coéquipière en tout. Qu'ils avaient construit leur succès ensemble, jusqu'à ce qu'ils commencent à la traiter comme du personnel plutôt que comme une partenaire. Il a décrit leurs premières années à travailler tard le soir ensemble, aux extrémités opposées du même canapé, célébrant les victoires de l'un et de l'autre, construisant quelque chose en tant qu'unité. Puis, quelque part en cours de route, cela a changé. Il a commencé à la voir comme du personnel de soutien au lieu d'une partenaire. A commencé à prendre des décisions unilatérales sur leur vie. A commencé à supposer qu'elle serait toujours là, parce qu'elle l'avait toujours été. Il l'a tenue pour acquise, jusqu'à ce qu'elle décide qu'être seule valait mieux que d'être invisible. Il avait choisi le cabinet plutôt qu'elle, à maintes reprises pendant 3 décennies. Il supposait qu'elle serait toujours là à attendre. Et maintenant, elle n'y était plus. Claire lui a facturé $400 de l'heure pour documenter ses regrets dans un langage juridique. Écoutant cet homme décrire exactement qui elle devenait. Exactement qui elle serait dans 30 ans si elle ne changeait pas quelque chose. Le dossier bénévole a atterri sur son bureau 2 mois après qu'elle ait vu mon annonce de mariage. Un procès sur le financement de l'éducation nécessitait quelqu'un prêt à faire don de nombreuses heures, pour lutter contre des coupes budgétaires affectant les écoles publiques. Elle s'est portée volontaire parce que cela faisait excellent effet pour son évaluation d'associé, et parce qu'elle se souciait sincèrement de l'accès à l'éducation, même si elle n'admettrait jamais la seconde partie à voix haute. L'affaire nécessitait une consultation avec les administrateurs scolaires de 3 districts, pour documenter l'impact financier des coupes proposées. Elle passait en revue la liste de contacts préparée par son assistante, quand elle a vu mon nom listé comme chef du département d'histoire et directeur sportif. Ses mains tremblaient vraiment en tenant ce papier. Voir mon titre, mon numéro de poste direct, mon adresse email professionnelle en puce. Elle s'est convaincue que c'était juste du travail, qu'elle pouvait gérer une réunion professionnelle avec un ex-petit ami. Que 3 ans et demi de distance faisaient de nous des étrangers qui se connaissaient autrefois. Des adultes, des professionnels, capables de compartimenter. Elle avait fait des choses plus difficiles que de s'asseoir dans une salle de conférence avec quelqu'un qui l'avait aimé autrefois. La réunion était prévue au bâtiment administratif du district,
une de ces structures gouvernementales agressivement laides des années 70, avec un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde l'air malade, et des affiches motivantes sur l'éducation qui change des vies. La moquette était de ce gris industriel qui existe spécifiquement dans les bâtiments gouvernementaux. L'air sentait le vieux papier et le café qui étaient restés trop longtemps. Elle est arrivée en avance, surpréparée comme toujours, portant sa mallette de litige et son ordinateur portable, et assez de documentation pour enterrer un petit pays, prête à être professionnelle, prête à être distante, prête à prouver qu'elle avait tourné la page. Même si le tremblement de ses mains suggérait le contraire. La réceptionniste l'a dirigée vers la salle de conférence B, où j'étais déjà installé avec des rapports budgétaires et des évaluations d'impact sur les élèves étalés sur la table. J'avais l'air différent, pas physiquement, mais énergétiquement. Plus en accord avec moi-même, à l'aise d'une manière que je n'avais jamais été quand nous étions ensemble. Moins anxieux, essayant moins de prouver quelque chose, juste présent. Je passais en revue des lettres de recommandation que j'avais écrites pour des élèves en partance pour l'université, quand Sophie est entrée avec 2 cafés, visiblement enceinte, portant une robe qui montrait qu'elle en était peut-être à 6 mois. Elle m'a appelé chérie et a demandé si j'étais prêt pour le déjeuner, et je me suis illuminé d'une manière qui a fait physiquement mal à la poitrine de Claire. Je me suis levé immédiatement, j'ai pris le café, j'ai guidé Sophie vers une chaise avec ma main dans le bas de son dos. Ce geste protecteur inconscient que les gens font quand ils aiment quelqu'un. Ce simple mouvement disait tout sur ce que nous étions devenus l'un pour l'autre. Je les ai présentés professionnellement, en restant neutre. Nat et Claire, on sortait ensemble avant. Claire gère le dossier pro bono sur l'éducation. Voici ma femme, Sophie. Elle travaille à la bibliothèque pour enfants du centre-ville. Sophie a souri avec une chaleur sincère. Pas de jalousie ou d'énergie territoriale, juste une appréciation amicale pour quelqu'un qui aidait à défendre le financement des écoles. Elle a remercié Claire d'avoir pris l'affaire, a dit que cela comptait énormément pour les enfants. Que les coupes budgétaires dévasteraient des programmes dont mes élèves avaient désespérément besoin. Sa sincérité était presque inconfortable dans son authenticité, comme si elle pensait vraiment chaque mot au lieu de jouer la politesse. La réunion a duré 47 minutes de discussion purement professionnelle, de projections financières, d'élimination de programmes, de ratios élèves-enseignants. J'ai guidé Claire à travers les données méthodiquement, expliqué quelle coupe ferait le plus mal, fourni la documentation qu'elle pourrait utiliser au tribunal. Entre 2 lignes budgétaires, j'ai mentionné nonchalamment que je finissais ma thèse sur l'histoire des politiques éducatives, que j'y travaillais depuis 3 ans tout en enseignant à temps plein et en entraînant. Sophie m'aidait en éditant mes brouillons et en gérant notre fille pour que je puisse écrire le week-end. Notre fille, Lily, qui venait d'avoir 2 ans, était obsédée par les dinosaures et refusait de porter autre chose que ses bottes violettes. Claire a posé des questions sur la grossesse parce que la convention sociale l'exigeait. Et je lui ai dit que nous espérions une autre fille, mais qu'honnêtement nous voulions juste qu'elle soit en bonne santé. Que Lily prévoyait déjà d'être la meilleure grande sœur de l'histoire. Je ne sais pas comment j'ai eu cette chance, ai-je dit, en lui montrant une photo sur mon téléphone de Lily couverte de peinture à doigts à la garderie. Une pure joie chaotique de tout petit, figé en pixels. Ce commentaire a fait l'effet d'un coup physique. Non pas parce que je le pensais cruellement, mais parce que le bonheur était si complètement authentique. J'avais trouvé tout ce que Claire s'était convaincue de ne pas exister. Le partenariat qui rehausse au lieu de concurrencer, la famille qui soutient au lieu de drainer, la vie qui semble pleine au lieu de vide. Elle est rentrée à son appartement dans le centre de Boston après ça, a pris l'ascenseur jusqu'au 32e étage, est entrée dans son gratte-ciel immaculé avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port. La vue coûtait une fortune et ne signifiait absolument rien pour elle à ce moment-là. Elle s'est assise sur son canapé design et a fixé le mur pendant 3 heures sans bouger. L'affaire de l'éducation est allée au tribunal 6 semaines plus tard. Claire a gagné. Le district scolaire a récupéré son financement. Mes élèves ont gardé leur programme. Elle m'a envoyé un email professionnel pour m'informer du résultat. J'ai répondu par un simple merci. Ce fut le dernier contact direct que nous ayons jamais eu. Mais j'ai continué à entendre des choses par la rumeur. Les amis communs qui s'étaient éloignés pendant notre rupture ont commencé à reprendre contact une fois que le mot s'est répandu sur la réunion dans la salle de conférence. Ils voulaient prendre de mes nouvelles, s'assurer que j'allais bien, et ils ne pouvaient s'empêcher de partager ce qu'ils savaient sur Claire. 2 mois après le procès, elle a perdu un client majeur, a raté une date limite de dépôt parce qu'elle était debout depuis 72 heures d'affilée,
et son cerveau a juste arrêté de fonctionner. Les associés principaux l'ont convoqué à une réunion et lui ont dit qu'elle devait remettre de l'ordre dans sa vie, qu'elle devenait un handicap au lieu d'un atout. Elle n'avait jamais échoué à rien dans sa vie. C'était son premier avant-goût de ce à quoi ressemblait vraiment le burn-out. Elle a pris une semaine de congé, ses premières vacances en 4 ans, est allée chez ses parents, et a dormi pendant 3 jours d'affilée. Sa mère lui a dit qu'elle ressemblait à un fantôme. Son père a demandé à quand remontait la dernière fois qu'elle avait mangé un vrai repas. Elle ne s'en souvenait pas. Pendant ce temps, Sophie et moi avons accueilli notre deuxième fille, nous l'avons nommée Grace. Elle est venue au monde en hurlant à 2 heures du matin et n'a pas arrêté de parler depuis. Lily était obsédée par sa petite sœur dès le premier jour. Elle continuait d'essayer de partager ses jouets de dinosaures avec un nouveau-né qui ne pouvait même pas encore tenir sa tête. J'ai fini ma thèse ce printemps-là, je l'ai soutenue devant un comité tout en fonctionnant avec 4 heures de sommeil, parce que Grace avait été réveillée toute la nuit avec une otite. Sophie était assise au dernier rang tenant les 2 filles, les gardant calmes avec des crackers Goldfish et une pure volonté. Quand le comité a annoncé que j'avais réussi, elle s'est levée et a applaudi si fort qu'ils l'ont probablement entendu 3 bâtiments plus loin. Lily a crié « Félicitations, papa !» à plein poumon. Grace a commencé à pleurer parce que tout le monde était trop bruyant. C'était le chaos. C'était parfait. Le conseil scolaire m'a promu directeur adjoint l'automne suivant. Le plus jeune de l'histoire du district. Drôle comment ça s'est passé. Claire a été la plus jeune associée. J'ai été le plus jeune directeur adjoint. Différentes voies, différentes destinations. 1 an après cela, j'ai entendu dire que Claire avait fait une dépression complète au travail, avait commencé à pleurer pendant une réunion client, et n'avait pas pu s'arrêter. Son assistante l'a trouvée sur le sol de son bureau à minuit, juste assise là à fixer le vide. Le cabinet l'a mise en congé indéfini, lui a dit de prendre du temps pour comprendre les choses. Elle a démissionné 3 mois plus tard, a tourné le dos à tout ce pourquoi elle nous avait sacrifiés, a vendu l'appartement dans le gratte-ciel, a déménagé dans un petit endroit à l'extérieur de la ville, a commencé à faire de l'aide juridique pour les gens qui ne pouvaient pas se payer d'avocat, gagnant un quart de ce qu'elle gagnait avant, travaillant des heures normales pour la première fois de sa vie d'adulte. L'un de nos amis communs l'a croisée dans un café environ 6 mois après sa démission. Il a dit qu'elle avait l'air différente, plus douce d'une certaine manière, moins comme une arme et plus comme une personne. Elle a demandé de mes nouvelles. L'ami lui a dit que j'allais bien. Vraiment bien. 3 enfants maintenant, toujours enseignant, toujours coach, toujours heureux. Claire a hoché la tête et a dit qu'elle était contente, qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs qu'elle ne pouvait pas reprendre, mais qu'elle essayait de construire quelque chose de différent maintenant, quelque chose de plus petit mais de plus réel. Je ne sais pas si elle a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Nous ne fréquentons plus les mêmes cercles, mais j'espère qu'elle l'a trouvé. Non pas parce que je suis une sorte de saint, mais parce que s'accrocher à la colère est épuisant, et j'ai mieux à faire de mon énergie. Comme apprendre à mon fils à lancer un ballon de football. Comme lire des histoires du soir jusqu'à ce que ma voix devienne rauque. Comme m'endormir sur le canapé avec Sophie pendant qu'un film pour enfants passe en arrière-plan. Sophie et moi avons 3 enfants maintenant. Lily vient d'avoir 7 ans et refuse toujours de porter autre chose que des vêtements avec des dinosaures. Grace a 4 ans et veut être bibliothécaire comme maman. Notre fils Jacques a 2 ans et trouve que tout est hilarant, surtout le mot aux bananes pour une raison quelconque.